quand on prend les gens, on pense qu'on leur a tout dit, qu'on leur a tout expliqué, les mécanismes de la maladie, l'objectif des traitements. On l'a sûrement fait, mais ce n'était pas forcément le moment, ils ne sont pas forcément entendus. Et on s'aperçoit que les corrélations ne sont pas toujours faites. Bien qu'ils aient eu un tas d'explications au préalable, mais finalement, ils n'ont pas fait les liens. C'est dur d'être informé sur ce que nous, on peut faire ou ne pas faire. Quand on fait l'éducation thérapeutique, on n'est plus soignant, on ne doit pas imposer une prise en charge, mais on est éducateur, donc on part des besoins du patient. Et pour eux, ils s'attendent tellement à ce que ce soit comme une consultation médicale, et c'est absolument pas ça. Alors quelquefois aussi, ils pensent que c'est un petit peu juste un échange entre patients. C'est pas ça non plus. L'Emipass, c'est quelque chose que je connaissais pas au départ. On nous l'a proposé quand j'étais à Ribérol. Je me suis inscrit, on avait parlé ensemble, on s'est fait inscrire et j'ai mesuré l'importance de l'Emipass depuis que je suis sorti de l'hôpital. Lors d'un atelier d'éducation thérapeutique, on les fait venir, ils rencontrent des personnes, ils sont au sein d'un groupe avec des patients qui ont eu la même pathologie, qui ont vécu aussi des choses similaires. Et notre but vraiment au moment de ces ateliers, c'est de faciliter un petit peu les liens, les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, et que vraiment chacun se sente libre au niveau de la parole. On part des connaissances des personnes, donc simplement les compléter, de mettre des mots sur ce qu'ils ont constaté et ensuite les aider un petit peu à voir comment est-ce qu'ils peuvent agir en conséquence. Et le premier contact, ça a été sur les médicaments, effectivement, et ça a été tout de suite intéressant, captivant pour chacun des participants, quoi. Il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort de ces ateliers collectifs. Ça permet à ces patients de pouvoir se retrouver aussi entre patients et de pouvoir vraiment échanger. Les personnes ayant eu des AVC nous comprennent mieux que notre famille. Quand ils voient un autre patient qui peut avoir des séquelles un petit peu similaires, par exemple physiquement, et que ce patient explique que il a repris certaines activités, qu'il peut partir un petit peu en voyage, qu'il peut reconduire, eh bien les gens peuvent se dire, si lui il y arrive, pourquoi pas moi? Ça donne une autre perspective que quand ce sont des soignants qui disaient les choses. Les ateliers, c'est de savoir en fin de compte qu'on n'est pas seul. Faire cette action auprès à la fois des patients, mais je dirais aussi, et peut-être même surtout, auprès de leurs aidants, parce que c'est eux qui vont vivre la situation, c'est eux finalement qui vont avoir le plus de difficultés. On a vu certains thèmes et ça c'était très très intéressant, ça permet de comprendre. Et ensuite les visites à domicile personnalisent. On privilégie les ateliers collectifs parce que l'émulation du groupe est plus favorable pour tout le monde. Maintenant on a une grosse problématique en post-AVC, ils ne peuvent pas toujours reconduire. Donc du coup, là, on les fait à domicile. Donc l'éducation thérapeutique, ils sont faits un peu partout en France. Mais nous, on est les premiers et pour l'instant les seuls sur la région Limousin à faire de l'éducation thérapeutique à partir d'équipes mobiles. Donc aller la faire à domicile. Lorsque l'on va au domicile du patient, on est quelque part un peu plus en roue libre. C'est-à-dire que même des choses que l'on ne soupçonnerait pas, on va les voir, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, on va y être confronté, et des choses peut-être que le patient n'aurait pas osé aborder dans le cadre d'un entretien à l'hôpital, là il va peut-être s'autoriser à en parler. C'est vrai que quand on voit les gens à l'hôpital, en fait, on est dans un entretien, on essaye de comprendre leur habitude de vie, on essaye de comprendre comment est fait l'environnement, et là en y allant, bien sûr qu'on est au cœur du problème, tout est plus parlant. Alors dans cette prise en charge, ça change, ils se sentent plus en sécurité. On vient chez eux, donc on est plus à leur écoute, c'est la sensation qu'ils ont. Je ne dis pas qu'en hospitalier on ne les écoute pas, mais on se pose chez eux et probablement l'effet positif c'est qu'on a plus de temps aussi pour réaliser ça. Elle a précisé un certain nombre de choses. Elle a expliqué. Elle a expliqué énormément. Il y a des choses, j'ai commencé à comprendre. Si on veut aller parler médicaments, si on veut aller parler prévention des chutes,
ben on est chez les gens avec les tapis là, qui sont mal positionnés, la boîte à médicaments où il y a de tout, où ils ne comprennent rien. Pas besoin d'aller chercher plus loin, les outils on les a sous les yeux et il suffit de les prendre et de travailler avec ça. Et là, ça a du sens puisqu'on travaille sur leurs outils à eux. Le lieu de vie, il peut être ailleurs. Une unité de vie, c'est un lieu de vie. Donc du coup, dans ce contexte-là, je suis intervenue chez lui, dans son unité de vie, et auprès de ses aidants. Et là, pour le coup, les aidants ne sont pas des aidants familiaux, mais des aidants professionnels, mais qui sont confrontés, tout comme la famille pourrait l'être, aux mêmes difficultés, en fait, et toujours à ces troubles cognitifs. L'idée, c'est aussi, tous les jeudis matins, de se réunir en équipe pour pouvoir discuter tous ensemble de chaque patient. Et donc on échange entre les différents professionnels et on prévoit l'avenir. Chacun des membres de l'équipe, une fois qu'ils sont informés des troubles du patient, ils vont en faire quelque chose. Avec le personnel de l'IMIPAS, on sait très bien que l'information va transiter auprès de ceux qui nous ont suivis. On travaille toujours avec le médecin traitant, donc en amont, en le prévenant toujours de notre intervention, en lui expliquant notre programme d'éducation thérapeutique. Quand on fait le point et qu'on a fait le diagnostic éducatif, on écrit au médecin traitant en disant les axes qu'on va essayer de travailler avec le patient. Ceci m'a servi pour en parler avec mon kiné, à lui remettre ce qu'elle m'avait écrit. Donc si vous voulez, là, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Ce qui est important pour moi en ergothérapie, c'est de leur montrer que on ne fait pas les choses tout à fait comme avant, mais on peut quand même s'autoriser à faire du sport, à voyager et à construire sa vie aussi en ayant beaucoup d'activités très variées. Ça, c'est vraiment notre problématique, c'est se dire, tiens, il y a des changements de comportement, des changements de vie qui commencent à s'opérer, mais vont-ils perdurer? Parce que c'est ça, en fait, qui devient important. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on inclue en plus dans ces ateliers pour que ça devienne finalement des habitudes de vie? En fin de compte, à l'AVC, il n'y a rien de similaire. La finalité, elle est peut-être, d'accord, c'est un AVC, mais On n'est pas tous atteints de la même façon. on n'est pas atteint de la même façon. C'est vrai que souvent, en fin de prise en charge, ce qu'ils nous disent, c'est ils nous remercient en fait d'avoir pris le temps de les accompagner sur ça. Et ils disent, si j'avais pu savoir ça avant de faire mon problème de santé, si on m'avait accompagné et expliqué comme ça, ben, j'aurais corrigé avant en fait. On peut se dire qu'on a abouti sur une situation quand les personnes vont de l'avant, qu'ils ont des projets, qu'ils prennent des activités, des occupations qu'ils aiment faire. Enfin, je comprends et ça change tout. Et quand on entend ça, on se dit, bon ben voilà, au moins, ce que je fais, ça sert à quelque chose. J'ai eu un AVC en 2018, en septembre. Ça va être l'anniversaire. Ça va faire un an demain, je crois. On le fait, on va voir. Il manque pas d'humour. Et du champagne.